Nous sommes avec le colonel Dambly, ancien chef de corps de la base de Florène, qui est le conservateur du musée du Spitfire à Florène, un musée qui existe depuis 1992. Alors quand on rentre dans ce musée, il y a tout d'abord la partie consacrée à la guerre, avec un superbe Spitfire. C'est vrai que le Spitfire, il y en a eu beaucoup des Spitfire. Mon colonel sur la base de Florène m'avait dit à un moment donné que l'armée belge, en 55, avait 600 avions. Oui. Exactement. Donc les Spitfire, c'était le début de la renaissance de l'aviation belge. On a eu plus de 100 Spitfire en Belgique qui étaient répartis sur la base de Florène et de Beauvechain initialement. Mais ces avions n'étaient pas tous volables, donc c'était les débuts. Il y avait beaucoup d'avions qui étaient inutilisables. En fait, ils sont arrivés aussi au compte-gouttes, parce que certains venaient d'Angleterre, ils étaient fournis par l'Angleterre. Donc tout ça a pris du temps. Il y avait quelques accidents qui arrivaient également, il fallait réparer les avions, etc. Et au début, les pilotes étaient peu nombreux, les mécaniciens étaient peu nombreux, donc on ne savait pas mettre énormément d'avions en vol en même temps. Mais rapidement, ils ont eu suffisamment d'avions que pour faire des vols à des formations de 12 ou 15 avions, 12 ou 15 Spitfire. Et le plaisir du colonel allemand, premier chef de corps à l'époque, était de faire décoller tous ces avions les jours de brouillard ou de neige et d'aller survoler Beauvechain pour montrer qu'à Florène, comme il dit, on volait et leur faire un pied de nez en passant plusieurs fois au-dessus de la base de Beauvechain avant de venir atterrir à Florène. Donc ils parvenaient quand même à mettre beaucoup d'avions en l'air, mais en tout on a eu plus de 100 Spitfire. Alors évidemment, c'est une partie consacrée au Spitfire, mais quand on rentre dans le musée, sur la gauche, on voit une pierre qui date de l'époque allemande du musée de Florène. Rappelons que la base de Florène a été créée par des Allemands, et il y a comme ça un insigne qui représente la chasse de nuit allemande. Oui, la base de Florène, pendant la période allemande, était occupée principalement par des chasseurs de nuit. Leur mission était d'intercepter les Anglais qui ne volaient que de nuit, pratiquement, à l'aller ou au retour de leur vol vers l'Allemagne. Ils avaient sur la base des installations normales pour un aérodrome, mais il y avait un dispersal pour les pilotes. Et ce dispersal avait sur sa façade avant un grand écusson de la chasse de nuit qui représentait en gros un aigle avec dans les serres un éclair qui foudroie l'Angleterre. On a retrouvé donc cette pièce qui fait à peu près quand même 1 mètre de haut. Sur le mur du dispersal allemand, on l'a retiré parce que c'était dans les bois, c'était difficilement accessible et on a cette pièce, je vais dire unique, c'est une pièce qui a été faite en béton à l'intérieur du musée. Alors quand on a quitté la première partie, parce qu'il y a plein de choses à découvrir, des photos, etc., c'est vrai que ça c'est un compliment, votre musée il est vraiment bien canalisé, c'est-à-dire ça ne tire pas dans tous les coins, j'ai envie de dire ça. On a bien ciblé. Oui, on s'est limité à l'histoire de la base de Florène, c'est-à-dire qu'on ne prend pas, on n'expose pas des choses qui n'ont pas un rapport direct avec la base de Florène. Ça permet de tracer une route et de s'y tenir, et ça permet également d'éviter d'avoir quelque chose d'un peu broussailleux où on retrouve des pièces d'un peu partout sans trop bien savoir qui est qui. Donc ici, c'est vrai, c'est relativement simple à suivre, les explications sont là, claires, et je crois que c'est une facilité de se promener dans le musée, on découvre tout ce qui concerne Florène. Alors par exemple, quand on rentre dans la deuxième partie, on voit un épervier, c'était les premiers drones, hein. Oui, c'était les premiers drones et la base de Florène abrite maintenant une escadrille, une unité, je ne sais pas très bien comment on l'appelle, une unité de drones. Et c'est en souvenir, pour marquer ce passage des drones ici à Florène, puisqu'ils sont toujours actifs maintenant, qu'on a cet épervier ici en exposition. Alors aussi, quand on avance un petit peu dans le musée, il y a le F-84, qui était un peu un avion mythique de la base de Florène. Il y a le F-84 et son petit frère, c'est ça? C'est ça, donc on a un F-84E, qui était le premier, et qui était suivi par le F-84F. Ce sont des frères parce que les fuselages sont similaires, ce sont des avions qui sont de la même fabrication, donc on reconnaît une certaine similitude au point de vue des entrées d'air, des formes du fuselage, du train d'atterrissage, etc. La grosse différence est au niveau des ailes, puisque les ailes du F-84F sont des ailes en flèche, et ce qui permettait le vol, on dit supersonique, mais c'était subsonique, c'est-à-dire que pour passer le mur du son, c'était aussi une épreuve un petit peu impressionnante. J'ai fait mon entraînement aux Pays-Bas, donc on partait de la base d'Eindhoven, avec un avion sans réservoir extérieur, sans rien. On grimpait le plus haut possible au-dessus de la mer du Nord, et on piquait à la verticale plein moteur pour
accélérer au maximum. Quand on voyait l'instrument, parce que dans l'avion on n'entend rien, mais quand on voyait l'instrument qui dépassait le Mach 1, on sortait les aérofreins, on réduisait lentement le moteur et on essayait de sortir de son piqué. C'était soit ça ou le moniteur qui hurlait derrière en disant qu'il était temps de faire quelque chose, parce que la mer du Nord, surtout moi j'ai fait ça en hiver, c'est tout sauf quelque chose d'agréable. Il fait gris partout, le ciel et la mer ont la même couleur, et retrouver visuellement l'horizon là-dedans, c'est vraiment pas évident du tout. Et plusieurs pilotes se sont fait peur en tournant un peu à gauche, à droite pour retrouver l'horizon. Et c'était quelque chose de difficile. C'était loin d'être la Méditerranée qu'on connaît, qu'on apprécie. C'était un moment stressant parce qu'on faisait ça après une dizaine d'heures de vol sur F-84. Et je répète, toujours tout seul puisqu'il n'y avait pas de biplace. Alors à propos justement de ce F-84, je me souviens, il y avait la série télévisée Le Tanguy et la Verdure. Il y avait un épisode qui a été tourné à la base de Florène. Vous avez fait partie de cette aventure là. Oui, comme tous les pilotes qui étaient présents, ou une bonne partie des pilotes qui étaient présents sur la base, donc on a participé bien modestement chacun à cette réalisation, et c'était un grand plaisir de rencontrer ces artistes parce qu'ils étaient très sympathiques. Et il y a quelques années, on a encore eu la visite de Christian Marin qui est revenu à Florène pour faire un petit tour sur la base. C'était au moment où on avait des festivités. Et il a rencontré tout le monde, il était vraiment très très sympathique, il est disparu malheureusement maintenant, mais c'était vraiment un moment très agréable avec l'équipe de tournage, c'était des gens très sympathiques. Alors je dois tout vous dire, moi j'ai fait mon service militaire à la base de Florène comme aide magasinier pompier avion, c'est probablement le seul aide magasinier pompier avion que j'ai jamais eu à la base de Florène. Moi j'ai connu les Mirage 5, c'était de bons avions mon colonel. C'était de bons avions, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas toujours très adapté à la mission qu'on leur a fait faire. C'était initialement un avion de chasse et on l'a utilisé comme chasseur bombardier, c'est-à-dire qu'on devait le charger de réservoirs de bombes, etc. Ce qui lui faisait perdre pas mal de distance franchissable et qui l'alourdissait. Donc c'était plus un problème de mission à remplir que d'avion en lui-même. C'est un avion qui allait à Mach 2.2, donc très vite, mais ça n'avait pas d'utilité pour nous en tant que chasseurs bombardiers parce qu'il fallait être dans les conditions pour faire ça et ça n'avait pas d'utilité. C'était énergivore, hein, j'ai envie de dire. Oui, c'était énergivore, comme tous les avions, mais les nouvelles générations sont beaucoup plus perfectionnées, ont des moteurs qui consomment beaucoup, beaucoup moins. Et si on prend le F-16 à haute altitude, c'est un avion qui consomme presque rien. Et il vole presque tout le temps à haute altitude, donc c'est impeccable. De mon temps, on volait tout le temps en basse altitude parce que la situation politique était différente. Les attaques qu'on aurait dû faire, c'était la guerre froide. Donc, si les choses se déclenchaient, nous imposait de voler à très basse altitude. Et là, c'était les consommations, les grandes vitesses, etc. Donc, c'était une époque tout à fait différente. Et puis à le F-16, vous avez volé sur F-16. Alors moi, c'est toujours la question que je me posais parce que c'est un avion qui décolle très court. C'était le problème des jets. Vous avez connu ces fameux jets? Oui, c'est quelque chose que tous les pilotes F-16 connaissent et ils s'en méfient pour le maîtriser. Le problème du F-16, c'est que c'est un avion qui a extrêmement de puissance et qui a des commandes électriques, c'est-à-dire qu'elles réagissent instantanément. Comme allumer une lampe chez vous ou l'éteindre, c'est instantané. Si vous tirez le stick du F-16 en arrière à grande vitesse, vous allez encaisser énormément de jets et ça va vous faire très très mal. Ça peut mener jusqu'à la perte de conscience. Mais heureusement, les pilotes sont entraînés pour ça et il existe différents systèmes pour faciliter la vie du pilote en cas de prise de jet. Pour n'en citer que quelques-uns, le siège est incliné vers l'arrière, ce qui réduit, ça donne l'impression d'être un petit peu couché en arrière comme dans un divan, mais ça permet de réduire la colonne de sang entre le cœur et le cerveau, si bien que lorsque des jets sont pris, le cœur a moins difficile d'irriguer le cerveau que si on était dans une position droite. L'autre chose, ce sont les pantalons anti-jets qu'on connaît depuis longtemps, qui gonflent au niveau des jambes et qui serrent les jambes lorsqu'on prend des jets. Donc c'est progressif en fonction du nombre de jets qu'on prend et qui là aussi contracte les jambes pour éviter que le sang ne descende trop dans les jambes et n'aille plus vers le cerveau, ce qui entraînerait de nouveau une perte de conscience.
Il y a d'autres techniques également de respiration. Il faut bloquer sa respiration. Il y en a qui crient. Il y a toutes sortes de techniques qui sont faites pour résister au jet. Et tous les pilotes passent dans une centrifugeuse aux Pays-Bas, ou passaient en tous les cas, dans leur entraînement pour toucher le problème des jets sans danger. Donc on les fait tourner comme dans une centrifugeuse, une machine à laver, à essorer, et de plus en plus vite. Et c'est le pilote qui mène son expérience, et à un moment donné, il va trop loin, il va perdre connaissance. Alors ça c'est marrant parce que juste à côté il y a un bimoteur, enfin un biplan, un biplan qui a l'air plutôt d'être un avion de tourisme là. C'est un Tiger Moth, c'est un avion décollage qui servait pendant la guerre et avant la guerre dans les clubs civils et pendant la guerre en Angleterre, et qui a été ici à Florène fin des années 48-49, qui servait principalement au vol de liaison, c'était sa fonction primaire. Il servait également pour emporter un mécanicien ou l'autre lorsqu'un avion était en panne à gauche ou à droite, et qui servait également, c'est moins connu, mais au vol à voile. Donc il y avait du vol à voile sur la base, mais on a relancé le vol à voile à l'aérodrome de Templou, près de Namur. Certains pilotes partaient le matin, allaient avec un ou deux planeurs accrochés au Tiger Moth. Ils allaient jusqu'à Templou, et là ils passaient la journée ou le week-end à faire du vol à voile, et le soir ou le lundi ils rentraient à Florène pour reprendre leur vie normale de pilote opérationnel. Et puis il y a aussi le Fouga Magister, qui a aussi un peu marqué l'histoire de l'aviation belge. Oui, c'était un avion d'entraînement un petit peu particulier. Il a fait partie des Diables Rouges, puisque c'était la monture des Diables Rouges pendant de nombreuses années. C'est un avion d'entraînement qui a servi ici à Florène pour les visiteurs. On appelle visiteurs des pilotes qui sont en état-major, mais qui doivent continuer à voler pour garder certaines qualifications. Et ils volaient donc sur Fouga, et pour la facilité, on en a dispersé sur différents aérodromes, dont à Florène, où on avait deux, trois Fouga à disposition de ces pilotes. Et puis pour terminer, on peut voir évidemment un missile de croisière. C'est évocateur d'une certaine époque sur laquelle vous insistez quand même quand il y a des jeunes qui viennent visiter. C'est l'époque de la guerre froide finalement. C'est un aspect que vous rappelez quand même. Oui, la guerre froide, je crois que les plus jeunes maintenant ne peuvent pas imaginer ce que c'était. Et je crois que même les personnes un petit peu plus âgées qui ont connu la guerre froide ne peuvent pas imaginer non plus ce que c'était concrètement que la guerre froide. C'était une période de tension extrême. Pour nous, militaires, on était tout le temps sur le qui-vive. On avait des exercices, permanents pour évaluer nos capacités. Et en tant que pilote Mirage, on avait la chance d'aller le long du rideau de fer, passer quelques jours. On était pris en charge par les gardes frontières ouest-allemands, et on allait nous montrer l'endroit de passage qu'on aurait dû emprunter pour aller en Allemagne de l'Est en cas de conflit. Ça nous permettait de visualiser un petit peu les environnements, voir si c'était vallonné, si c'était fort habité, pas habité, boisé, etc. Donc ça nous aurait aidé en période de guerre d'avoir déjà cette vue-là sur l'entrée en Allemagne de l'Est. Et on ne peut pas s'imaginer les efforts qui étaient déployés par un pays pour empêcher ses ressortissants de sortir de ce pays. C'est comme si à la frontière entre la Belgique et la France, où vous aviez un rideau, mais qui était constitué d'armes automatiques à tir automatique, des bandes de terrain qui étaient ratissées journellement pour voir les traces de pas, des chiens qui circulaient librement, des barbelés électrifiés. C'était vraiment très impressionnant à voir, et c'était sur des kilomètres et des kilomètres. Et lorsqu'on était le long de la frontière, on était à 1 mètre des poteaux frontières, et lorsqu'on a été repéré par les policiers est-allemands, on a entendu une musique militaire qui se mettait en route, et on voyait les fermiers, il y avait 2-3 fermes dans le coin, qui revenaient rapidement à leur ferme en tracteur. Toutes les portes se fermaient, les portes de granges, les fenêtres, tout était fermé, colmaté, personne ne pouvait être dehors pendant qu'on les observait. Et ça dénote aussi d'une certaine mentalité. Et lorsqu'on me demande parfois, mais tu as volé à Florène pendant des années, ça a servi à quoi? Je dis, ça a servi à éviter ça, parce que c'était ça qui nous menaçait. Et si on ne l'a pas vu, on peut pas vraiment imaginer ce que ça aurait été. Et puis pour terminer, il y a toujours un petit côté fun. Il y a notamment le tableau de bord d'un F-16. C'est un simulateur. C'est un ancien simulateur F-16 qu'on a récupéré, qu'on a mis ici. Ça permet aux visiteurs de s'asseoir dans un F-16 comme en vrai, de se faire une belle photo.
et un selfie, comme on dit maintenant. Et ça permet aux enfants aussi de prendre un petit peu contact avec l'aviation de plus près, de voir ce que c'est que l'intérieur d'un avion moderne. Et ça attire beaucoup de monde, c'est très intéressant. Voilà, en tout cas, je vous invite à aller sur le site internet. On va mettre un lien d'ailleurs pour que vous puissiez aller découvrir un peu à quoi ressemble le musée du Spitfire. Mon colonel, merci.